Excusez-moi, il faudra utiliser absolument les micros, pas ceux qui sont sur la table, mais les... Merci. Merci Muriel. Après une telle présentation, la tâche est lourde d'en être digne. Je vous remercie aussi d'être là, malgré ce titre jargonneux, paraît-il, et malgré ce samedi. J'ai pu saluer déjà quelques compagnes et compagnons de route, et donc ça me réchauffe le cœur. Alors, donc, merci de votre présence qui rend possible cette rencontre. Et j'en remercie aussi les responsables de la FAP, et particulièrement Muriel, qui a établi les contacts. Et cette rencontre me réjouit particulièrement. Moi aussi. Je pense qu'en effet, il y a de grandes parentés entre la FAP et le courant de recherche, formation en accompagnement qui me porte. Et alors, ces parentés sont si prégnantes que, dans un premier temps, elles m'ont fait décoder à l'envers les 2 dernières lettres du sigle de la FAP. Alors, et il a fallu l'écoute d'une communication récente du président de l'association, donc Dominique Jaillon, pour me corriger. Dans cette communication, il définit le coaching comme un accompagnement professionnel personnalisé, selon l'ordre du sigle. Alors que moi, je traduisais automatiquement ces dernières lettres comme accompagnement personnel professionnalisé. Vous verrez, bon, pas une grosse différence, et que l'inversion est minime et à peine perceptible pour des gens pressés, mais pour des professionnels réflexifs comme nous cherchons à le devenir, je pense qu'elle est quand même indicatrice d'une différence d'entrée pour approcher l'accompagnement. La FAP rentrant par le professionnel, d'autres courants de recherche plus par le personnel. D'où le titre de ma communication, auto-formation et accompagnement, entre autonomie et hétéronomie. Mais il me semble que cette différence d'entrée, pour explorer cette biodiversité encore émergente, je pense, des différentes formes d'accompagnement, je pense que cette différence d'entrée est indicatrice de l'ampleur, je dirais, transprofessionnelle et puis transdisciplinaire du mouvement d'accompagnement. Et que je pense que ce dernier, comme tu le mentionnais un peu durement, là, avec les structures, je n'allais pas y répondre myope, on va dire myope, et les d'oreilles et un peu ossifié, on va dire. Ce mouvement réinterroge assez frontalement, ses caractéristiques, et puis aussi les divisions, clivages et hiérarchies socio-professionnelles et disciplinaires instituées. Alors moi, je pense qu'il n'est pas loin de se révéler comme un ample mouvement de changement anthropologique de fond qui soulève des vagues donc socio-professionnelles, mais aussi personnelles et interpersonnelles. Donc je pense que c'est ce qui fait l'intérêt du mouvement d'accompagnement, mais aussi sa complexité. Alors, je pense que la FAP, et je pense que c'est notre parenté, a bien intuitionné cette ampleur quasi, alors je vais employer un gros terme, quasi paradigmatique, c'est-à-dire modélisant et systémique, là, donc une ampleur quasi paradigmatique de ce mouvement. Alors, je rappelle sa mission et son objectif, selon sa charte, est d'être un lieu de recherche et de réflexion sur les différentes pratiques de l'accompagnement en nous référant de manière explicite à l'ensemble des sciences humaines. Donc il y a eu 2 lignes où elles sont mentionnées, je vous en fais grâce, et à l'ensemble des recherches visant à penser les articulations entre les notions d'individu, groupe, organisation, institution. Donc, vous voyez, il y a
l'ambition et de la vision. Alors, vous comprenez mieux ma joie d'être ici, même avec cette différence d'entrée, et surtout peut-être avec elle. Parce que je pense que ces parentés et ces différences peuvent diversifier et enrichir les points de vue. Alors, on va commencer par ce qui est annoncé dans le flyer, là, parce que c'est-à-dire on avait abordé ça à partir de, donc, du bouquin que dont tu as présenté la réédition, Produire sa vie et autobiographie. Alors, cet ouvrage est paru une première fois au Québec en 83. Donc il y en a qui n'étaient pas nés encore, ici. Donc ça fait 30 ans. Vous voyez, c'est un fond noir. Et je pense que c'est pour symboliser ce qu'on appelle le régime nocturne de l'auto-formation, où cherche à se développer l'autos, ce petit préfixe-là, ce foyer organisationnel invisible dont parle Morin. Donc c'est sur fond nocturne, parce que c'est un fond peu connu, où tout est un peu mélangé, confus. Alors, sur ce fond noir se dégagent des zébrures de couleurs et de formes différentes, je pense pour signifier un peu les émergences de prise de conscience, de mise en forme et en sens que peut apporter l'autobiographie, c'est-à-dire l'écriture personnelle de sa vie, pour essayer d'exprimer ce mouvement de formation de soi et de production de sa vie. Deux auteurs, bon, en haut Pinault et puis en bas Marie-Michel. On reviendra dessus pour mieux les connaître. Et puis deux maisons d'édition. En bas, Edilic, qui était la maison d'édition de la Ligue de l'enseignement à l'époque, qui a disparu depuis, la maison d'édition. Et puis l'édition Saint-Martin du Québec. Sur la quatrième, est-ce que vous pouvez... Ça peut se lire ou pas? Non, pas trop. Hein. Alors, je pourrais quand même le lire, parce que ça resitue l'ambiance de l'époque. Hein. L'étude des animaux en cage éclaire très peu leur comportement réel. Si celle des enseignés ne dévoilait pas plus l'apprentissage hors enseignement, dans la vie, par l'expérience, sur le tas. Celui que les sciences de l'éducation relèguent dans la catégorie fourre-tout de l'éducation informelle ou non formelle. Il faudrait alors changer les modes d'approche et les lunettes conceptuelles pour éclairer ce résidu qui constitue le continent presque inexploré de l'éducation permanente où chaque personne produit sa vie. 83, c'est 10 ans après 71, on dit l'an 1 de la formation continue. Maintenant, ça semble évident, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Alors, ce volume sort de la cage. Il représente la première utilisation systématique de l'approche autobiographique pour explorer le processus d'auto-formation dans la vie quotidienne et ordinaire. La vie entraîne, mais où et comment? C'est dans l'exploration de ce continent obscur de l'auto-formation du cours de la vie que ce livre tente une percée. Il le situe, l'auto-formation comme appropriation de son pouvoir de formation, ça c'est la partie 1, adopte une méthode, celle des histoires de vie, la partie 2, et l'applique à une vie très ordinaire, celle de mère au foyer, partie 3. Marie-Michel est québécoise et moi, à ce moment-là, je travaillais à la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Je venais de publier Éducation ou aliénation permanente, repères mythiques et politiques, et puis un autre aussi, Les combats aux frontières des organisations. En bas, il y a marqué Collection éducation permanente. Alors,
Au-delà des formes instituées, l'éducation permanente est d'abord pratique quotidienne de vie, pratique de survie pour ne pas s'aliéner, s'enliser dans le quotidien, temps du répétitif et des contraintes, résidu des révolutions et des résolutions. Quelles sont ces pratiques? En quoi révolutionnent-elles ce quotidien? Quel sens lui donnent-elles à ces pratiques tâtonnantes et laborieuses aux frontières de l'inconscient social? Cette collection veut offrir un moyen d'expression en deux volets. Un volet expression directe, témoignage, et un autre expression critique, analyse, recherche. Alors je pense qu'il y a eu deux ouvrages dans cette collection. Le suivant qui était sur les étapes de vie au travail de Riverain-Simard, une québécoise qui m'a beaucoup inspiré. Et puis après, je suis revenu en France et cette collection s'est endormie un petit moment, mais elle a ressuscité en 95 où on a créé alors matin Histoire de vie et formation, et j'étais tout étonné en relisant ça de voir en fait qu'on a relancé les deux volets. J'avais oublié qu'on l'avait déjà intuitionné à ce moment-là. Alors, l'ouvrage a été rapidement épuisé et il ne fut pas réédité, la co-auteure Marie Michel ne le voulant pas. Alors, on reviendra sur cette décision-là. 30 ans après, presque, par une série d'aléas et de vie professionnelle, finalement, on y reviendra aussi, finalement, et puis grâce à l'intuition visionnaire de Jean Ferreux, il a été réédité, alors, voilà, sous cette forme-là. Alors, un gros bandeau rouge, hein, c'est ce qu'on voit en premier, presque. À côté, on voit sur la gauche une réédition, un gros re souligné entre parenthèses. Et ce re, c'est un petit préfixe. On va beaucoup travailler avec les préfixes, hein, l'auto, l'hétéro, mais le re, on ne va plus le revoir après, donc je mentionne un petit peu. Et Morin, dans La vie de la vie, il dit que le re est au cœur de la reproduction morphogénétique du vivant, avec du même et de l'autre. Hein. Il reproduit, mais avec de l'altérité, et ça produit du nouveau. Donc ce re est important. Alors même auteur, même titre, on n'a pas changé le contenu, sauf que il y a eu un avant-propos des deux auteurs. Marie-Michel avait bien voulu changer d'avis, mais elle avait dit on fait un avant-propos ensemble pour montrer pourquoi on réédite 30 ans après. Hein. Donc il y a ça, et puis une préface magnifique de Christine Delory-Montberger intitulée « Produire sa vie, une œuvre matrice, une œuvre de combat ». Alors je pense qu'il ne faut pas majorer cette réédition, hein, et heureusement ce n'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop la minimiser, parce qu'il y avait, pour deux raisons, je dirais. La première, c'était que la non-réédition était vue un peu comme un aveu d'échec de cette démarche de coproduction. Et donc, la réédition, si la non-réédition était vue comme négative, la réédition, on peut essayer d'expliciter son sens qui peut être positif. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas tellement d'études longitudinales sur les effets à long terme de nos démarches délicates d'histoire de vie ou d'accompagnement sur la vie, hein, et sur les vivants, et avec les vivants. Comment la vie se refigure-t-elle après les configurations
narratif qu'on en fait. Est-ce qu'on défigure? Est-ce qu'on transfigure? Donc on n'a pas beaucoup d'études au long cours sur les effets de nos pratiques. Et donc, et c'est pour ça que je remercie la FAP de cette rencontre, parce que elle nous permet de revenir un peu sur sur ces 30 ans. Alors, la FAP a d'autant plus de mérite de m'inviter, de provoquer cette rencontre, que j'ai vu que le terme accompagnement ne figurait pas dans l'index des concepts. Il y a un index des concepts, j'ai regardé, j'ai dit ça va m'aider à présenter l'ouvrage, et pas d'index d'accompagnement. Alors, ça veut dire que, ça veut dire, que le terme n'est pas si ancien que ça. Et je pense qu'il y avait bien, des pratiques d'accompagnement. On est deux auteurs, donc il fallait bien qu'on se co-accompagne plus ou moins bien. Mais il y a une pratique de co-accompagnement, et on va revenir dessus. Et puis je pense, en étudiant l'histoire de vie de Marie-Michel, qui était il y a 78 personnes, elle a nommé 78 personnes, avec lesquelles elle a eu suffisamment d'interactions et de transactions pour essayer de produire sa vie, de construire son processus d'auto-formation. Il y a eu suffisamment de transactions avec elle, et on a pris le terme de transaction comme indicateur de l'auto-formation. Donc, il y a eu suffisamment d'importance pour que ça reste en mémoire et qu'elle les nomme. Et alors, le gros de l'opération était d'analyser ces transactions avec ces 78 personnes. Et on s'est aperçu que là est remonté le terme de compagnonnage. C'est-à-dire les interactions avec les proches, les familiaux, du voisinage, des amis, et remonter cette co-formation entre l'auto et l'hétéro, cette co-formation et l'importance des proches pour trianguler ce duel souvent inégal entre l'auto plus ou moins immergé et puis des hétéros plus ou moins surplombants. Et je rappelle que dans accompagnement, il y a compagnonnage. Le compagnonnage est le mot source d'accompagnement. Alors, donc je me disais que c'est pas peut-être superflu de revenir un peu et de voir l'apport que le bouquin a pu avoir sur deux affaires. La parenté entre compagnonnage et accompagnement, et puis le deuxième pratique de la co-accompagnement. Comment ce co-accompagnement a essayé de passer d'une relation descendante, moi j'étais prof, elle étudiante, d'une relation donc d'hétéronomie descendante à une relation plus interactive et plus réciproque de co-accompagnement. Et maintenant je pense qu'on est rendu à une relation de compagnonnage. Et vous voyez, 30 ans pour faire ce petit jeu-là. Et je pense que c'est... Alors on est peut-être moins rapide que d'autres, mais je pense aussi que ça peut pointer que ces transformations-là de relations existentielles prennent du temps et doivent maturer. Et donc on va revenir sur ce temps-là. Alors,
Bon, donc maintenant, alors, donc, dans une première partie, donc on va traiter de l'apport de produits de sa vie à l'accompagnement à partir de ces deux pratiques, et puis dans une deuxième partie, je montrerai plus rapidement là les ingénieries d'accompagnement que ça a pu provoquer. Parce qu'après, alors le terme accompagnement est apparu explicitement. Bon, on en reviendra, et on a fondé à Tours un des premiers masters sur accompagnement en formation d'adultes. Alors on finira par ce secteur-là. Alors, donc, qu'est-ce que... ouais, mais... Non, alors là, c'est un peu trop tôt. Bon, alors voilà. Mais ce que j'ai mentionné. Et on va maintenant travailler le point 1, là, les formes interpersonnelles de compagnonnage-accompagnement au cours des âges d'une vie. Alors, l'histoire des pratiques relationnelles. Quand j'ai dit que les histoires de vie, c'est en grande partie des histoires de relations entre soi et les autres. Rencontre, séparation, accompagnement, abandon. En fait, c'est des histoires c'est ces histoires-là qu'on raconte dans une histoire de vie. Les histoires avec et contre les autres. Pour Marie-Michel, plus concrètement, c'est, quand j'ai le temps, je demande souvent combien d'autres significatifs vous nommeriez si je vous le demandais. Quoi. Là, on n'a pas le temps. Alors, ça varie de 5 à 300. Quoi, hein. Pour Marie-Michel, 78. Donc, et l'analyse de ces 78 interactions, transactions, ont constitué la grande partie de la troisième, la troisième partie de l'ouvrage. Et ça s'appelle analyse synthèse donc de ces interactions, transactions. Alors, on ne va pas revoir tout ça parce qu'on n'aurait pas le temps. On va survoler cette complexité. Alors, on a fait du beau sociogramme, vous pourrez voir ça si vous voulez, et on va survoler cette complexité à partir d'une modélisation relativement simple. Alors, vous allez penser que je suis primaire, mais cette modélisation-là, à l'usage, pour moi, se révèle assez puissante. Alors, cette modélisation, on va y arriver, voilà. C'est construit avec seulement, vous voyez, tout simple, hein, avec 4 préfixes. Auto, hétéro, co, et puis on les trouve tous dans le titre finalement. Auto, hétéro, là on les voit bien. Les deux ad et co, ils sont camouflés dans le mot accompagnement. Il y a une rétraction, le ad est devenu ac. Et puis le comme accompagnement, hein, avec. Alors, on va commencer donc par alors à la fois le plus difficile et celui qui est nommé, il est nommé 2 fois dans le titre, auto. Hein, auto-formation et auto-biographie. Alors, maintenant c'est un peu moins vrai, mais voilà 30 ans, on voulait faire des sciences humaines sans sujet. Hein, et puis, je vous rappellerai pas les grands dictates de Bourdieu. La malédiction des sciences humaines, c'est qu'ils travaillent avec des objets qui parlent.
Alors, quand il parle d'eux-mêmes, c'est une double malédiction. Hein. Donc, le terme auto on voulait l'éliminer. Et il était longtemps vu comme anti-scientifique, exclu du champ scientifique, et excluant du champ scientifique tous les substantifs qui osaient s'y accoler. Alors, parce que le terme auto c'est le vif du sujet, et donc quand on l'accole à des substantifs, on accole la mauvaise réputation du sujet, qui est source d'idéalisation, d'idéologisation, de déformation névrotique et même autistique. Donc le ressortir deux fois, ça pouvait être vu comme, est-ce que c'est une pure provocation gratuite, ou au contraire, est-ce que c'est une montée pulsionnante d'un autos qui essaie de sortir, hein? Alors, heureusement, au début des années 80, les sciences de l'autos étaient en train de naître. Là, je vous fais une petite citation un peu longue de Morin, tirée de La vie de la vie. L'autos devient le mot sphinx qui nous pose la grande énigme de la vie. La notion d'autos doit réveiller et régénérer le préfixe auto, lui restituer ses deux sens, vitalement inséparables. Son sens direct, le même, idem, son sens réfléchi, soi-même, ipsé. Il désigne ainsi à la fois le retour du même à travers des cycles de reproduction, idem, le fameux re qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi en même temps l'émergence des êtres individuels, ipsé. Il désigne à la fois l'identique qui définit une espèce et l'identité qui définit un individu. Et il donne un sens vivant aux termes d'organisation et de production. Bon, il signifie vraiment le vif du sujet. Ainsi, l'auto-formation, c'est la double appropriation en boucle de la formation par le sujet. Le sujet s'approprie l'exercice de la formation et se l'applique à lui-même. Il en devient sujet et objet. Alors, il y a Jean-Louis Lemoyne qui, 10 ans après, Jean-Louis Lemoyne est un de ceux qui a travaillé cette émergence des sciences de l'autos. Jean-Louis Lemoyne, 10 ans après, parlait d'une paradoxale auto-formation merveilleuse et pourtant intelligible. Alors, faire suivre auto-formation par autobiographie, ça veut signifier qu'écrire sa vie soi-même peut être un moyen puissant d'auto-formation, de mise en forme et en sens de soi, alors par aussi une double boucle étrange. Alors c'est un peu du ramassé, mais on n'a pas beaucoup de temps, celle du repli réflexif. Quand on réfléchit, il y a un mouvement de repli sur soi, mais quand on en parle, on se déplie, et d'un dépli narratif. Donc il y a cette double boucle de repli et de dépli. Alors ces désimplications par pli et dépli sont complexes et soulèvent des épreuves en grande partie inédites. Mais l'inachèvement de la vie adulte condamne à l'audace. Et dans le premier numéro d'éducation permanente dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours à la pointe des recherches, le premier numéro qu'on avait fait sur les histoires de vie, l'article que j'avais intitulé s'appelait « Sauf qui peut, la vie entre en formation permanente, quelle histoire ?» Et je pense que on est pris avec ça, de gré ou de force. Voilà pour l'auto. Mais l'auto-déformation, pas l'auto-formation, mais l'auto-déformation est proche si l'on s'enferme dans l'autos. C'est ce qu'on lui reproche en premier, un enfermement. C'est l'île du Robinson Crusoe sur laquelle on se réfugie quand on en a marre de tout.
Donc, l'auto-déformation est proche. Hein. Si on ne travaille pas comme alors un concept, un gros mot, dialectico-systémique, c'est-à-dire relié à d'autres dans le temps, hein, et de façon tensionnelle et même conflictuelle et contradictorielle. D'où, pour rendre un peu intelligible cette auto-formation paradoxale, l'introduction d'un autre préfixe, alors voilà qui apparaît l'hétéro, qui signifie les forces contraires et adverses. Et si on revient un petit peu sur la définition d'auto-formation comme appropriation de son pouvoir de formation, si cette appropriation s'impose, c'est parce que le pouvoir, au départ, il est la propriété d'autres personnes. Les parents, les enseignants. Et heureusement, c'est eux qui ont la responsabilité légale de notre formation quand on n'est pas encore assez, quand l'autos n'est pas encore assez développé ni assez indépendant pour prendre sa vie en main complètement. Alors, en général, ça arrive ça à l'âge légal de la vie adulte, en principe. Hein. Débrouille-toi mon ami, maintenant tu es adulte. Alors, la prise en main de sa vie, ne se décrète pas. Et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que juste le passage à l'âge légal. Et donc, c'est toute cette conquête progressive des différents secteurs de vie que développe le régime d'auto-formation à l'âge adulte. Alors, il y a un grand... Quelqu'un de l'AFPA qui a travaillé, Hervé Prévost, qui a fait un bouquin splendide sur comment, à partir, en étudiant l'entrée des jeunes adultes, comment ne pas perdre sa vie en la gagnant. Hein, avec une très belle analyse là, de 15 ans d'entrée dans la vie adulte. Alors donc l'hétéro, vous voyez, et comme on dit, quand on rentre dans la vie adulte, il y a les contre-maîtres, hein, les maîtres sont remplacés par les contre-maîtres et qui ne sont pas toujours favorables au développement de l'autos. Alors, mais heureusement, à côté des autres, en position forte d'autorité responsable, existe un certain nombre d'autres personnes proches, non positionnées ou moins positionnées hiérarchiquement. Alors, les frères, les sœurs, les camarades, les voisins, les étrangers, les collègues, les conjoints même parfois. Donc, ces pairs-là, PAIR, représentent des personnes tierces majeures, des alliés pour sortir du duel à l'inégal auto-hétéro, et qui permettent de le trianguler en construisant des relations interpersonnelles. Alors, on introduit le de co-formation, en réciprocité d'échange et de communication. Alors, ces interactions et transactions interpersonnelles courantes représentent en gros l'école buissonnière de la co-formation, qui est parallèle à l'autre. Cette école échappe en grande partie à l'école hétéronome des relations hiérarchiques surplombantes et descendantes. Elle est objectivement une alliée stratégique précieuse pour favoriser l'émergence de l'auto-formation. Et loin de se former seul, comme le pense une vision scolaire aveugle, les autodidactes, qui sont les champions de cette école-là, les autodidactes sont ceux qui ont les réseaux sociaux les plus denses et les plus variés. Ça, je pense, c'est vraiment les porteurs de cette école de la co-formation semi-formelle ou informelle.
Alors, ce monde coformateur des personnes tierces représente l'immense majorité des 78 personnes nommées par Marie-Michel. Alors, on les a travaillées. Elles se répartissent à peu près égalité, ça a été surprenant, en 3 sous-ensembles. Il y avait un noyau central familial de 23 personnes qui rassemble 3 générations, famille d'origine, famille fondée, et puis les enfants et petits-enfants. Alors, immédiatement autour évoluent autant d'amis, et enfin, à la périphérie, des contacts avec des contacts principalement avec des professionnels, hein, plus ponctuels. On verra un peu, c'est avec eux qu'on pourra nous voir des conduites d'accompagnement. Tandis qu'avec les autres, c'est surtout des conduites de compagnonnage, quoi, hein. Alors, donc ça fait sortir le préfixe co avec. Alors, il est placé en face du préfixe auto, sur un même niveau. Bon, ça pointe des relations plus à la fois horizontales et plus interactives, dans les deux sens. Alors que l'hétéro, placé à la verticale, situe l'autre en position dominante avec un fort pouvoir hiérarchique ou fonctionnel, donc pour établir une relation descendante, souvent à sens unique. Alors le simple poids culturel de cette relation surplombante écrase plus que facilite toute expression de l'auto. Bon, le quatrième. Alors entre ces 3 préfixes pointant des positions horizontales ou verticales, le quatrième, alors je ne savais plus si je devais mettre AC ou AD, mais vous voyez la contraction. Le quatrième pointe des positions transversales, des relations transversales vers un mouvement de coopération. Alors là, je ne suis pas un champion de l'informatique, donc pour faire alors c'est même intéressant, la difficulté de visualiser des relations transversales. Alors, elles peuvent aller dans les deux sens, soit vers le vers des relations de coopération, dans une visée de ramener les positions à un même niveau, pour faciliter des relations de réciprocité dans les deux sens, hein. Et il y a une expression que j'aime bien, construire une parité de relations, même avec une disparité de positions. Il y avait quand même 2 positions différentes, hein. Soit le HAD peut aller vers l'hétéro par un mouvement de renforcement de l'altérité en se situant à un niveau socio-institutionnel autre. Donc, tu mentionnais l'accompagnement, il peut aller vers le co ou vers l'hétéro, hein. Et je pense que c'est cette ambivalence, ce double mouvement transversal qui le rend intéressant et qui n'est possible, ça je pense que en raison des zones de jeu, des zones grises ou d'incertitude que laisse bon gré mal gré toute organisation sociale. On a de la chance, malgré tout. C'est tellement complexe que toute visée hétéronome d'imposition impérialiste d'un pouvoir, malgré tout, ne réussit pas à remplir tout. Il y a toujours des failles, des brisures, des zones d'incertitude. Donc, et souvent, la visée anarchique de l'auto, pensant qu'on est le seul au monde que c'est son pouvoir, là aussi, on peut bien le crier, mais ça ne va pas supprimer les autres, hein. Donc, c'est cette incertitude entre ces 2 pouvoirs absolus que, dans cette incertitude, qu'on peut travailler, hein. Alors, ce préfixe co,
là j'arrive au compagnonnage. C'est un long détour pour arriver au compagnonnage. Il sert entre autres à nommer le compagnonnage. Et le compagnonnage, c'est le mot racine et le mot source qui nourrit plus ou moins consciemment l'accompagnement. Alors, le compagnonnage n'est pas seulement une pratique interpersonnelle courante de formation de la vie, plus ou moins conscientisée. Je rappelle que l'UNESCO inscrit le compagnonnage en 2010 comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça, c'est beaucoup moins passé dans le public que la cuisine française. Hein. C'est la même année. Et donc, cette reconnaissance internationale ne veut pas tant labelliser les associations existantes traditionnelles, mais qui se réactualisent pas mal, que souligner l'importance de cette voie expérientielle d'auto-conformation par le métier, par engagement personnel, initiation mutuelle, apprentissage local et voyage. Vous voyez les alternances qui vraiment sont la dynamique du compagnonnage. Donc, il n'est pas superflu, je pense, d'identifier les filets de sens qui irriguent le mot parent accompagnement. Hein. Alors, on va en relever 3. Le premier, les 2 premiers sont c'est le même, enfin, les 2 se partagent. Hein. Le premier, c'est justement celui de partage d'un élément substantiel vital. Alors, c'est le pain ou le pas dans le compagnon. Le pas peut signifier le pas ou le pain. Donc, partage d'éléments du pas ou du pain, d'éléments substantiels grâce à une position sociale de même niveau qui permet une relation interpersonnelle de réciprocité. Donc ça, un premier filet de sens majeur. Deuxième, c'est la temporalité. Ça se fait dans le temps, ce partage. Et ça se fait dans le temps et ça construit une durée spécifique entre les deux. Donc qui fait que le partage perdure et se nourrit même du temps et des évolutions des positions sociales. Ce partage construit une durée, une histoire interpersonnelle. Hier soir, je suis arrivé un peu en avance, j'ai dit quel ami j'ai dans le coin. 500 mètres, j'avais un ami, un grand ami, rencontré voilà 40 ans à Nazareth. Et depuis, on construit, j'ai été le voir et il m'a dit, mais j'étais chez toi, enfin dans ma famille, j'ai pris une photo, mon père était forgeron, j'ai pris une photo du feu de la forge. Et il dit, je vais la retrouver. Il n'y a que lui qui a pris cette photo du feu de la forge. Et comme je travaille maintenant sur le feu, ça va être fondamental. Bon, donc, avec les amis, on construit, les compagnons, on construit de la durée spécifique. Alors, ce que semble ajouter le hack de accompagnement, alors, c'est un mouvement vers le hack ad, vers une relation interpersonnelle, bon, d'échange substantiel, on garde l'essence d'échange substantiel, bon, avec une disparité de position sociale, qui peut être une disparité fonctionnelle ou statutaire. Hein. Alors, ça, je pense que la montée de la fonction accompagnement dans les différents secteurs de vie qu'on représente, soit anciens, soit nouveaux, moi, ça semble se nourrir de dysfonctionnement des positions et relations socio-professionnelles hiérarchiques instituées. Donc, c'est parce que ça va mal là-haut qu'il faut créer autre chose. Mais aussi,
je pense que ça vient aussi de l'ébranlement des solidarités interpersonnelles traditionnelles de base. C'est de deux sources, d'en haut, d'en bas, quoi, quand ça bouge, et qu'il y a des nouvelles recherches, de construction de nouvelles relations. Je disais, les métamorphoses du travail et celles de la question sociale, donc, génèrent un ample mouvement socio-professionnel de construction de nouveaux entre-deux. On reviendra un peu après là-dessus. Alors, que le terme ne figure pas en 83 dans l'index des concepts de produire sa vie. Alors, je pense que c'est un indicateur de la relative jeunesse de ce mouvement. Et puis, mais aussi de la rareté des expériences d'accompagnement qu'a pu vivre Marie-Michel dans ses premiers 35 ans. C'est surtout du compagnonnage. Alors, quand je revenais sur voir comment il avait pu avoir des relations d'accompagnement, c'était avec les professionnels qu'on voit apparaître des dynamiques qui peuvent s'apparenter à des conduites d'accompagnement. Alors, professionnels, ces enseignants scolaires, elle a vécu les premières apparitions des formateurs d'adultes, la formation continue, mais gynécologue, c'est une femme, hein, des prêtres et des juristes. Elle a dû se débattre avec des problèmes juridiques et c'était magnifique, c'est-à-dire parfois ces professionnels-là voulaient vraiment l'assujettir, la mettre dans la relation hétéro-auto et sa défense d'autonomie, c'était à ce moment-là de changer de professionnel. Hein. Elle a changé de gynécologue, elle a changé de juriste. Et donc, elle crée ses pratiques d'accompagnement pour ne pas être assujettie par des pratiques professionnelles assujettissantes. Voilà pour ce... Je ne suis pas trop long, ça va? Bon, deuxième... alors, on va réaliser maintenant le co-accompagnement qu'on a pu avoir ensemble. On va revenir ici. Ouais, aléa du long cours d'un co-accompagnement professionnel, personnel, de production conjointe d'une œuvre. Alors, on va explorer, je vais peut-être quand même, d'une situation universitaire enseignante à la signature conjointe d'une recherche publique, qui entraîne une rupture de relations interpersonnelles de 25 ans, jusqu'à une reprise de dialogue et une réédition, et au passage à des relations de compagnonnage. Alors on va aller un peu plus vite. On s'est rencontrés dans un premier cours de formation de formateurs d'adultes, donc au Québec, en 80. Moi, c'était le premier cours que j'avais accepté de donner, et elle, c'était le premier cours universitaire dans lequel elle venait. 35 ans, mère de 5 enfants, son dernier venait net en 78, et elle se disait, bon après, qu'est-ce que je vais faire après avoir les enfants? Donc, je me retrouve un beau soir face à 25 personnes, dans un cours qui s'appelait Éducation permanente et société. Je me dis, mais comment je vais faire pour ne pas être scolaire? On ne voulait pas répéter l'école. Alors, je tremblais de peur et à un moment donné est remontée une petite question qu'une journaliste m'avait posée. Tu as fait allusion, une journaliste de l'AFPA, je lui dois une grande reconnaissance, qui faisait une recherche sur l'alternance. Et elle avait entendu parler de moi comme d'un cas m'étant formé par alternance de voyage, de travail, de chômage. Et on lui avait dit, va donc interviewer Gaston, il pourra peut-être te dire quelque chose sur l'alternance. Alors on s'y retrouvait face à face.
Elle ne savait pas trop comment commencer l'entretien. Elle me dit, bah, raconte donc ta vie, et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Je me mets à raconter. Ce qui est remonté, c'est juste une période de vie, la période la plus grise, celle qu'on ne met pas dans les CV, et puis mais en balbutiant, puis elle me dit, oh, moi j'ai pas le temps de réécouter tout ça, là elle avait enregistré, j'ai pas le temps de réécouter tout ça, fais-moi une synthèse écrite et je l'insérerai dans mon article. Alors je suis reparti au Québec avec cette demande commande. Passer de l'oral à l'écrit, hein, c'est pas toujours facile pour personne, donc j'essaie d'écrire, ça me prend plus d'1 heure et demie, ça me prend 15 jours et 15 nuits, 5 pages pénibles, je lui envoie en disant, bah, comme j'étais responsable de recherche, et ça va me faire une petite publication de plus, c'est toujours vous remettre. Les 5 pages reviennent par retour du courrier et il me dit c'est impubliable. La vie n'est pas si noire que ça. Et puis, tu serais vraiment trop vulnérable, tu t'exposes, tout le monde n'est pas gentil et il pourrait t'attaquer. Hein. Alors, déçu, je remets mes 5 pages dans un tiroir, mais reste quand même le titre auto-formation et quotidienneté. Et alors j'ai dit, ben voilà, c'est l'auto-formation que je dois travailler. Et puis après, je trouve que un petit rapport montrant que les histoires de vie, ça existait. Donc je me mets à travailler là-dessus. Alors c'est quand, face aux 25, je me dis, tiens, mais si je leur posais à eux la question que la journaliste m'a posée, bon, elle m'a mis en réflexion, ça va peut-être les mettre aussi en réflexion. Et je leur dis, depuis que vous êtes sortis de l'école jusqu'à maintenant, quelle formation vous vous êtes donnée, plutôt que quelle formation vous avez reçue. Hein. Alors, quelle formation vous êtes donnée. Alors, tout le monde commence un peu à bouger sur les chaises, parce qu'ils s'attendaient à rester vraiment tranquille. Et, bon, les plus audacieux parlent, et donc, mais ça a une demi-heure, quand il y avait 25, c'était 3 heures chaque soir, donc ça a pris plusieurs soirs. Marie-Michel, qui faisait partie des 25, est passée en dernier. Et elle dit, moi, je ne peux pas parler comme ça. Il faut que j'écrive avant, parce que je suis trop ému. Donc, elle a fait un texte seule. Le soir où elle devait le présenter, elle dit, moi, je ne peux pas le lire au groupe. Je l'ai donné à une amie, et je ne peux même pas entendre lire, ni entendre ce que vous allez dire. Je vais dans le couloir. Alors on dit c'est pas juste, parce que les premières réactions des groupes sont toujours interprétations sont la plupart du temps très pertinentes. Alors on dit on va tout enregistrer et tu pourras réécouter tout ça après. Donc c'est pour ça qu'on a pu garder des traces de toute l'opération, et donc que vous retrouvez dans le livre, là, vous voyez en face. C'est dans le livre. Mais pareil, alors la même chose qu'avec la journaliste, sort des expériences de vie d'une densité extraordinaire, tellement extraordinaire qu'on se trouve démunis pour les analyser. Donc là pareil, je dis, vous voyez, vous êtes porteur d'expérience, d'acquis expérientiel, on ne disait pas ça à cette époque-là. Mais je ne sais pas comment aller plus loin. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai dit, parce que j'utilisais là les histoires de vie comme moyen de formation, mais j'ai dit, pour passer l'épreuve de l'analyse, de l'interprétation, il faut que j'en fasse un objet de recherche. Alors, dans une recherche, on a un peu plus de temps, on est un peu moins lié. Alors, c'est là que ça a provoqué une démarche de recherche, et Marie-Michel est revenue en disant, moi j'aimerais bien aller plus loin. Alors j'ai dit, moi aussi, donc on y va ensemble. Et donc même procédé, moi je lui dis, la seule consigne que je pouvais lui dire, parce qu'elle préfère écrire d'abord, j'ai dit, t'es par d'événements plutôt. J'avais lu ce que les sociologues disaient, tu pars d'événements et non pas d'état d'âme un peu vaporeux. Hein.
Donc, elle part avec les événements et puis les réflexions que ça lui amenait. Donc, 1 an d'écriture, long, et puis après, on voulait la co-analyse, co-interprétation. Et donc là, ça a été aussi difficile, mais on l'a fait ensemble pour se mettre d'accord sur une grille, sur le codage et sur l'interprétation. Et le contrat était que je n'écrive rien avec lequel elle ne soit pas d'accord et qu'elle ne comprenne pas. Donc on arrive au bout, on produit le bouquin, on vient le présenter même à Paris dans la Ligue de l'enseignement là. Ça va bien. 86, on fait un colloque à Tours, elle vient et elle fait un petit texte sur les suites de récit de vie, un magnifique texte. Il est dans le bouquin, puis il est là aussi. Mais après 89, plus rien. Et elle me dit, bah, je ne veux plus te voir. Et puis je ne veux pas qu'on réédite le bouquin. Donc, pendant 25 ans, enfin pendant de 89 à 2007, 2008, donc 20 ans, elle s'en va aux États-Unis, elle suit son mari aux États-Unis. J'avais plus perdu sa trace. Et 2008, je prends ma retraite. À l'occasion de ça, il y a une collègue qui dit on ne comprend pas ton parcours, toujours pareil, mais on va essayer de le comprendre un peu mieux en demandant à différents acteurs avec lesquels on l'a construit d'écrire quelque chose. Hein. Alors donc elle a fait une co-biographie et puis elle m'a demandé mon autobiographie. Dans ces collègues-là, un que vous connaissez, je vais le nommer parce que c'est public, bon, de Gaulle-Jacques, interviewé, il revient sur produire sa vie, puis il dit ouais, si c'est pas réédité, c'est pas par hasard. Moi j'ai tout de suite vu que la relation entre Gaston et Michel et Jean-Marie Michel n'était pas claire. Un homme, une femme, les transferts, les contre-transferts, et puis le deuxième que bon, c'est complètement utopique de vouloir coproduire avec des positions différentes, universitaires, non universitaires. La preuve, c'est que c'est pas réédité. Hein. Alors, bon, c'est un bon collègue, il m'envoie ça, il me dit t'en fais ce que tu veux, tu le supprimes si tu veux, tu réponds si tu veux. Je dis mais bon, ça implique Marie-Michel, donc il faut que je vois avec Marie-Michel qu'est-ce qu'on peut lui répondre. Alors je réussis à retrouver sa trace, je lui envoie le texte, je lui dis bon, es-tu d'accord qu'on reprenne le dialogue pour répondre à ce monsieur et oui, et puis que ça soit public. Alors elle dit mais de quoi il signale lui là? Alors je dis ben, on a produit ensemble produit public, donc ça peut susciter des réactions, donc elle dit ah ben d'accord, alors et puis donc mais elle dit mais on lui remet d'abord une réponse commune, et puis à la fin je lui dis alors on réédite ou pas, alors laisse-moi réfléchir encore un peu, et puis bon 8 jours après elle dit d'accord, mais ensemble, hein, puis il faut qu'on fasse un texte ensemble indiquant pourquoi on réédite maintenant. Et alors, et donc, pour faire le texte, on a fait une communication commune d'un symposium québécois annuel sur les histoires de vie, et donc, tout d'un coup, elle se trouve derrière une table devant une assemblée comme vous, et puis elle dit, mais alors elle découvre tout ce qu'avait provoqué son travail. Hein. Et elle raconte un peu son pourquoi, et alors là elle m'a fait comprendre. Alors elle avait subi des pressions de ses proches pour revenir sur sa décision, mais elle l'avait gardée ferme. Hein.
parce qu'elle a dit non, non, j'ai besoin d'intérioriser tout ça, de digérer tout ça. Alors c'est là où on se rend compte de la révolution que peut présenter une histoire de vie, entre autres, qui passe au public. C'est, comme on dit, ça configure une nouvelle existence. Et qu'est-ce qu'on fait de cette configuration-là? Comment ça refigure la suite? Donc, on saisit donc l'importance des déplacements, et puis aussi l'importance des silences, l'importance des temps longs, des silences biographiques pour mûrir la parole. Donc ça a été assez formateur pour moi, et je pense pour elle aussi. Mais alors c'est étonnant parce que elle est intéressée à suivre, et je n'ai pas encore envoyé le texte que j'ai fait pour la conférence, mais il faut que je lui envoie parce que c'est l'associer aux suites. Hein. Voilà. Donc, je pense que vous voyez, donc, pour résumer, le co-accompagnement qui a pu s'opérer pour passer d'une relation descendante classique enseignant-enseignant ou enseignant-enseigné à une relation actuelle de compagnonnage, donc de partage des éléments substantiels de la vie. Voilà. Bon. On va maintenant, on va aborder la dernière partie. Voilà. Les suites, dans les 30 ans, il y a eu des choses qui se sont passées, entre autres pour expliciter ces dynamiques pratiques hyper complexes dans leur simplicité apparente de l'accompagnement. Hein. Donc, il y a eu une série en 98, le premier thème qui est ressorti de nos pratiques d'histoire de vie, c'est le terme accompagnement. Qui a produit le livre Accompagnement Histoire de vie, on va y revenir rapidement. Après, pour faire le point sur notre master, on avait fait un autre numéro d'éducation permanente, alors qui accompagne vraiment les recherches-actions sur le terrain en leur permettant une expression. Et ça, il faut rendre justice à l'importance conceptualisante et développante de la revue. Donc, l'accompagnement dans tous ces états, et puis, en final, penser l'accompagnement adulte, rupture, transition, rebond. Alors, je pense que je veux juste revenir un tout petit peu sur la triple disparité de position, pour analyser, pour voir que notre petit cas interpersonnel concentre quoi. Donc, triple disparité. Alors, la première, homme-femme. On sourit rapidement en le mentionnant, mais c'est tellement vécu inconsciemment que la mettre en culture n'est pas si facile. Et c'était la première, de Vincent, c'était le premier point critique qu'il avait analysé. Hein. Et ce que je dois à Marie-Michel, c'est pour moi la déchirure de mon inconscient masculin, en pensant que, entre autres sur l'auto-formation, que c'est la même chose pour tout le monde, pas pour tout le monde, mais entre autres pour hommes et femmes,
en travaillant avec elle, j'ai vu que l'auto-formation féminine, eh ben, c'est pas l'auto-formation masculine. Chacun part avec des données biologiques et culturelles différentes et chacun doit développer ses stratégies d'émancipation et d'autonomisation avec. Donc, première disparité, position importante. Deuxième, bon, à laquelle on pense le plus souvent, c'est la socio-professionnelle. Moi, prof d'université, elle, mère au foyer. Bon, j'insiste pas plus là-dessus, elle est tellement évidente. La troisième, on parle moins souvent, c'est la géo-nationale, la géopolitique. Je suis originaire de France, je suis émigré au Québec. Pour les Québécois, elle est vraiment une vraie de vraie québécoise. Et que, entre les natifs et puis les arrivés, dans les mobilités, c'est pas rien. Et que, bon, le français qui arrive au Québec, il a l'image du maudit français, d'abord, celui qui est bavard, qui sait tout, donc il y a ça, et il y a une belle expression, grand parleux, petit faiseux. Bon, j'en profite pour saluer Céline Dion qui est à côté. Ce matin, j'ai trouvé des fans de Céline Dion au petit déjeuner. Bon, triple, donc, on a tous à travailler avec ces disparités-là. Et à rechercher de nouvelles relations avec ces disparités-là. D'où l'importance là, des entre-deux, des entre-nous. Je suis toujours fasciné par la difficulté d'isoler ces entre qui sont invisibles. Ce qu'on voit et qui permettent de nous voir, mais qui sont chargés d'histoire. Et donc ces entre dans lesquels on travaille, c'est vraiment des lieux stratégiques majeurs. D'où la conclusion, l'ingénium de la reliance. Mais on va avant juste présenter, voilà, juste présenter les trois ouvrages qui ponctuent un peu cette recherche collective sur l'accompagnement. Alors, accompagnement et histoire de vie. Moi, quand c'était la pression du groupe qui m'a fait isoler ce thème, je le voyais pas comme particulièrement névralgique ni stratégique. Et c'est la pression du groupe qui a fait remonter ça. Et alors, donc, on l'avait organisé à Tours. 89, oui. 98. Non, c'est 98. Alors, comment accompagner et comment s'accompagner, parce que c'est ce qu'on essaie de faire là, aussi, comment s'accompagner à construire du sens à partir d'expériences personnelles. Comment se construire et se conduire avec ce bagage expérientiel chargé, ambivalent, jamais transparent. Bon, alors vous lirez après, mais alors donc il y a eu 4 parties. On a travaillé ça dans les sciences humaines. Il y a eu en orientation avec Liétard, dans le prolongement de la maïeutique, ça remonte, mais ça a toujours travaillé l'histoire, avec les approches psychanalytiques. Delphos a fait une très belle analyse entre les approches de Freud et Bislanger, entre frères ou pères, magnifique, et puis des histoires de vie professionnelle d'accompagnateurs. Une partie à laquelle on réfère peu,
explicitement, c'est les fonctions d'accompagnement dans les traditions spirituelles, dans les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Alors, il y a eu la chrétienne avec le Bodek, la mystique musulmane avec Méliani, Mohamed, amérindienne, Galvani, et puis compagnonique Guédez, Annie Guédez. Donc c'est vraiment intéressant de voir les pratiques dans ces grandes traditions. Et puis aussi comment s'accompagner. Comment, nous, accompagnateurs avec nos problèmes, comment on peut s'accompagner à les traiter. Alors c'est là que ça m'a fait comprendre pour moi l'accompagnement comme art des mouvements solidaires. Je disais quel est le point commun entre tous ces pratiques, et on oublie l'accompagnement musical, alors que je pense que l'accompagnement musical est sans doute l'archétype majeur de l'accompagnement, et comprendre comment ça s'opère avec des tons, des contretons, des silences, du son. C'est hyper intéressant comme moyen d'exploration. Bon, après, alors, ça montait de plus en plus, donc on va voir éducation permanente, Guy Jobert, qui est un vieux compagnon de lutte depuis l'avant 68. On a travaillé ensemble au premier service d'orientation d'adultes à Nancy. Et je lui dois beaucoup. Et puis, donc, on monte ce numéro pour catalyser un peu les réflexions éparses d'une trentaine d'auteurs. Alors, est-ce que Maëla Paul, non, elle n'est pas encore apparue. Si, Maëla est apparue à ce moment-là, oui. Bon, celui-là, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai analysé les 50 premiers mémoires qu'on avait fait donc passer à Tours pour voir un peu comment ça a émergé. Et c'est vraiment intéressant. On va aller continuer pour aller à l'autre. Non. L'autre, alors, après, en 2004, je pense qu'on a fait un gros colloque à Fontevraud sur penser l'accompagnement adulte, donc avec Boutinet, Noël et Jean-Yves Robin de Angers. Là, les quatre, on a longuement discuté, négocié pour comment s'y retrouver dans cette nébuleuse. On dit souvent, qu'est-ce qu'on peut trouver comme fil transversal commun. Trois, on en a trouvé quatre, je pense. La première, c'est la vie adulte au regard de l'accompagnement, donc avec toutes les fragilisations de la vie adulte. La deuxième, c'est alors les dynamiques interactives constitutives. Là, qu'est-ce qui se passe dans ces entre-deux, alors, il y a l'hôtelier a fait est-ce que c'est une démarche ce qu'on fait, est-ce que c'est une démarche fondamentale ou est-ce que c'est de l'anesthésie sociale? On est toujours pris dans l'ambivalence. Le lien d'accompagnement, Fustier, grand auteur sur le secteur, et puis les stratégies paradoxales, les réciprocités interlocutives de Noyel, qui est un champion de l'interlocution. Alors, la troisième, c'est tradition et réémergence postmoderne aussi. Quel lien il y a entre les approches traditionnelles et les modernes. Et puis, alors l'ouvrage, j'étais tout étonné en voyant ça que d'apparaître, c'est nommé vers un ingénium de l'accompagnement. Je ne pensais pas qu'on l'avait isolé à ce moment-là. Vers un ingénium de l'accompagnement. Alors c'est là-dessus que je voudrais finir.
Alors, l'ingénium de l'accompagnement, je préfère un peu à l'ingénierie, parce que l'ingénierie, souvent, avec ces deux traditions anglo-saxonnes et françaises, des fois, ça donne une représentation un peu instrumentale et lourde, quoi, hein, alors que c'est, comme on dit, le bassin sémantique de l'ingénierie est beaucoup plus large. Et souvent, on le fait remonter à un Italien du 18e, là, Vico, qui prenait le contre-pied un siècle après Descartes prenait le contre-pied de Descartes, il dit non, il ne faut pas couper, pour comprendre la réalité, il ne faut pas la découper en rondelles plus simple. Il dit la faculté de l'esprit humain, c'est peut-être de disjoindre, mais c'est surtout de conjoindre. Hein. Alors, il voyait l'ingénium comme la faculté de conjoindre. Et avec les démarches systémiques et complexes actuelles, cet ancrage remonte de Vico. Et puis la reliance, alors l'ingénium de la reliance. Alors, la reliance, un terme inventé par Boldeval, hein, fin des années 90, avec une définition avec laquelle on saute par-dessus laquelle on saute à pieds joints la plupart du temps. Partage des solitudes acceptées, échange des différences respectées. Donc c'est pas un petit néologisme qu'on peut facilement par-dessus lequel on peut facilement passer. Hein. On voit Morin s'en est emparé. Alors j'essaie de retrouver désespérément où j'ai mis ça, et puis la reliance, enfin dit c'est l'éthique d'avenir, quoi, tant au niveau interpersonnel, social que cosmique. On doit établir de nouvelles reliances, entre autres avec le cosmos, pour ne pas se faire étouffer par l'environnement. Alors, je terminerai sur cet ingénium de la reliance, un ingénium généreux et ingénieux, dont je pense l'association AFAP est un exemple. Hein. Quand je voyais la chaleur de l'accueil, je ressentais ça un peu. Alors donc, merci de m'associer à votre travail, et puis merci de vos accompagnements professionnels personnalisés, ainsi que de vos compagnonnages personnels professionnalisants. Passé, présent et futur. Merci.